Si l'interprétariat n'en soit pas une mesure d'intégration, en revanche, elle permet l'intégration. C'est un passage, c'est quelque chose d'indispensable. Et puis, hélas, et c'est inversement proportionnel, c'est extrêmement méconnu. J'ai moi-même eu besoin de passablement de temps pour comprendre la différence entre l'interprète, entre le traducteur, enfin toutes ces questions que l'on traitera tout à l'heure, par rapport à entre deux personnes, un migrant, un allophone, et puis un médecin ou un assistant social ou d'autres personnes de ce genre. Donc vraiment, il y a là une complexité, on passe de dialogue à trialogue, il y a une complexité importante qu'il convient de bien comprendre. Qu'on a 46% de la population qui est étrangère et que parmi celles et ceux qui viennent à Genève pour construire leur vie, pour co-construire la cité, il y a bien évidemment des hommes et des femmes qui sont allophones et qui auront besoin pour s'intégrer, ça a été déjà expliqué, de pouvoir communiquer, partager, se faire comprendre. Ces hommes et ces femmes vont avoir besoin, pour des durées plus ou moins longues, d'interprètes, de passeurs de sens de manière intelligente et pointue. Le besoin aussi, et c'est la troisième raison, d'avoir des praticiens, des praticiennes qui favorisent ce qui est essentiel pour nous, pouvoirs publics, ce que d'aucuns appellent le vivre ensemble, ce que d'autres appellent des sociétés inclusives, à savoir des sociétés où chacun, chacune a sa place, des sociétés qui respectent en dignité les hommes et les femmes qui la composent, et c'est aussi une des facettes de l'interprétariat communautaire. L'objectif du programme cantonal d'intégration, donc dicté par l'Office fédéral, l'interprétaire communautaire, les immigrés, et ça n'est pas négociable, les immigrés ainsi que les collaborateurs des structures ordinaires, c'est-à-dire écoles, etc., peuvent recourir dans certaines situations de dialogue, informations complexes, thématiques très personnelles, procédures administratives, à un service professionnel d'interprétaire communautaire pour des prestations de haute qualité. Donc je n'ai pas soustrait un mot, et ça c'est très très important, et à partir de là, le canton va devoir travailler sur cette question-là. Donc c'est vraiment une affaire à prendre au sérieux, et c'est pour ça aussi que nous sommes là aujourd'hui. Le Conseil fédéral, dans un rapport du mois de mars, si je ne fais erreur, 2010, a dit comment on allait renforcer cette intégration au niveau suisse. Dans ce renforcement, il y avait la question de l'interprétariat communautaire. Donc il y a 3 piliers principaux, je ne les cite pas précisément, mais 8 thématiques qui sont pour certaines très connues comme l'apprentissage de la langue, l'employabilité des migrants, l'intégration préscolaire, c'est nouveau, la prévention et la lutte contre les discriminations et l'interprétariat communautaire. Nous entreprenons une démarche qui est d'évaluation puis de proposition pour la suite. La ville de Genève, depuis quelques années déjà, non seulement a une écoute attentive de la fonction du travail, a aussi un soutien qui est un soutien financier sur cette activité-là. Elle permet à la pratique d'exister dans une difficulté aussi, on l'a vu en introduction, avoir la fonction reconnue par les autorités et donc financée comme il se doit. Vous avez peut-être déjà vu ce schéma à droite en gris, c'est le but de la stratégie. Donc, la population migrante a les mêmes chances que la population autochtone d'exploiter son potentiel de santé. Selon le monitoring de l'état de santé de la population migrante en Suisse qui a été fait en 2010, au moins un tiers des personnes étrangères parlent peu ou mal une langue nationale. Beaucoup de personnes communiquent dans une langue qu'ils parlent mal et comprennent peu quand ils vont à l'hôpital ou quand ils vont chez le médecin. Avec des barrières linguistiques, il y a plus de malentendus, il y a davantage de consultations, davantage d'examens, davantage d'hospitalisation, des séjours hospitaliers prolongés, tout ça, ça coûte. Mais il y a aussi l'état de santé qui s'améliore quand il n'y a pas de barrière linguistique. Si l'on évite le traitement tardif et moins adéquat, si on aura une évolution négative de la maladie qui est moindre, et la détérioration de l'état de la santé sera aussi moindre. Donc, tout ça coûte moins.
Conclusion, le recours à l'interprétariat accroît temporairement les frais de la santé, mais à plus long terme, il économise des frais dans le secteur de la santé, dans l'économie et dans la société. Donc, ce décalage temporel confère à l'interprétariat communautaire le caractère d'un investissement. Ils sont tous issus de la migration et sont de première ou de seconde génération. Nous insistons sur le fait qu'ils soient en contact avec leur communauté. Bien sûr, nous demandons une maîtrise des langues interprétées et françaises. Les compétences de médiation culturelle également, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont bien intégrées à Genève, qui ont des bonnes connaissances des institutions genevoises ainsi que des différences socioculturelles entre Genève et leur lieu d'origine, ce qui leur permet d'intervenir également en tant que médiateur culturel, c'est-à-dire de traduire au-delà du mot à mot et donc d'informer sur les différences culturelles pour prévenir d'éventuels malentendus, d'éventuels conflits. La mission des HUG est d'accueillir toute personne qui requiert des soins sans discrimination, donc sans discrimination par rapport à sa maladie, par rapport à sa culture et sa langue. Chaque département médical doit payer de son propre budget ses frais d'interprétariat. Et donc cette situation crée des grandes variations en termes de leur pratique face à la barrière linguistique. Et donc cette situation entrave aussi la mission de l'hôpital d'assurer une qualité de soins égale pour tous les patients. Une autre enquête qu'on a faite en 2010 a montré que l'utilisation des interprètes non formés, essentiellement les proches et aussi des collaborateurs bilingues, reste très, voire trop fréquente, et probablement en partie pour des questions pratiques, mais aussi à cause des pressions budgétaires. Donc, si j'ai un message à donner, c'est vraiment que la question du financement est au premier plan pour nous. Et je trouve que la bonne volonté des HUG d'assurer une prise en charge égale pour tous les patients et d'assurer une communication adéquate avec les patients allophones se heurte contre ces pressions budgétaires qui sont de plus en plus importantes. Prise en charge psychologique, qui a accès aux soins, qui prend en charge les nouveaux arrivants, qui prend en charge les patients allophones, alors qui a accès à des traitements sur le long cours, parce que quand il y a une urgence, c'est évident, il y a tout ce qu'il faut, mais sur le long cours, ce n'est peut-être pas le cas. Alors c'est de nouveau vraiment des questions. Quel est le coût de cette prise en charge ? Dans le milieu hospitalier, on a vu alors que c'est pas si simple, mais malgré tout, ça rentre dans les frais de la collectivité. C'est pris sur les budgets, bien sûr, des différents groupes, mais ça reste quand même des budgets qui sont semi-publics, ou en tout cas pluriels et appartenance. C'est l'association qui cherche des fonds pour pouvoir répondre à ces besoins. Il y a un certain nombre d'affirmations du Conseil d'État là-dessus. Donc la valorisation du rôle de l'interprétariat dans le processus d'intégration, l'évaluation, voir si l'offre actuelle répond à tous les besoins des services demandeurs et permet de couvrir les situations complexes auxquelles ils sont confrontés, évaluation de la qualité et du contenu de la formation. Et finalement, le Conseil d'État dit qu'il faut garantir un accès aux services demandeurs, nonobstant son coût. Donc effectivement, là, c'est les défis 2014. L'intérêt, le gain qu'on a à faire appel à un interprète professionnel plutôt qu'à un interprète non professionnel, un interprète ad hoc ou un interprète qui ferait partie de la famille, comme on a vu dans le petit film. En dépit du fait que la formation des interprètes a bien progressé, a évolué, eh bien, les travaux nous montrent de manière récurrente le recours à un interprète professionnel, dans les faits, ne s'observe encore pas assez suffisamment. Et dans cette étude, on dit que seulement dans 20% des cas,
on fait appel à un interprète professionnel versus 80% des situations où on fait encore appel à un interprète ad hoc, comme on dit. Quelle est la raison de ça? Bien sûr, il y a les raisons budgétaires, il y a des raisons organisationnelles et il y a aussi des questions qui tiennent à la résistance ou au manque de formation des professionnels qui encore pensent que c'est encombrant non seulement d'organiser, mais de travailler avec ce tiers. C'est que le réseau d'interprètes existe, mais qu'il n'y a pas encore de reconnaissance de l'interprétariat comme profession paramédicale dans le domaine médical. Je pense que si on veut amener à ce qu'il y ait une reconnaissance en tant que paramédical, puisque vous intervenez dans les thérapies, dans les relations médicales, il faudrait améliorer les possibilités de formation de l'interprète, mais aussi de l'intervenant. Et je crois que l'intervenant est souvent oublié. On a des psychiatres qui disent encore très souvent on ne peut pas faire de psychiatrie avec interprète. Si on reste sur le modèle du dialogue, effectivement, on ne peut pas. Mais si on va dans le modèle du trialogue, où on incorpore dans la stratégie thérapeutique les compétences que peut apporter l'interprète bien formé, à ce moment-là, on a un potentiel, comme Madame Bellet qui disait, qui est enrichi toutes les possibilités thérapeutiques. Shakiba Marcolin, comme on le disait, c'est l'une des plus anciennes, c'est la plus ancienne interprète, c'est juste? Oui, parmi les anciennes, oui. Et puis, c'est un parcours qui va vous illustrer aussi l'évolution de ce métier. Alors peut-être, première question, comment est-ce que vous arrivez dans l'interprétariat communautaire? Alors, bonjour. Moi, je suis arrivée à l'interprétariat à travers mes études, parce que je faisais des enquêtes sur les femmes migrantes dans mon travail de recherche à l'université. Et puis comme ça, j'ai commencé à côtoyer des femmes migrantes en France, en Belgique. Puis quand je suis arrivée à Genève, j'ai côtoyé des femmes réfugiées. Et après, petit à petit, donc, je commençais à faire du bénévolat pour ces personnes. Et puis après, quand le service est structuré, donc j'étais parmi les personnes à traduire donc, sur Genève. C'est une jolie profession comment dire, c'est une profession qu'on n'apprend pas à l'université ni dans les écoles, mais qu'on apprend à développer en travaillant. Les 3 règles essentielles pour un interprète, c'est que la fidélité des propos. Il doit traduire tout ce qui se dit dans l'entretien, que ce soit à l'hôpital, que ce soit chez un assistant social, que ce soit dans une école, n'importe où il va intervenir. Donc la fidélité des propos, ensuite la confidentialité et après la neutralité. Le fait de travailler avec des interprètes communautaires, vous n'êtes pas forcément très bien perçu au début. Très mal perçu. Très mal perçu, mais il faut comprendre, en réalité c'était une innovation, une véritable nouveauté, et à l'époque je pense, si on observe rétrospectivement, il y avait un modèle dominant, un modèle X, en particulier en psychiatrie, et une tierce personne, cette triangulation, c'était exclu. Basiquement, c'était exclu. Il faudrait vraiment faire plus appel aux interprètes comme des professionnels dans le cadre de construction justement de projets de prévention. Quand on pense des projets pour les migrants, je pense que ça vaut la peine d'entendre les interprètes et de les intégrer dans le projet parce que c'est des moteurs très importants. Nous, on l'a vu avec Enceinte à Genève, c'est quand même elles après, bon, on travaille avec des femmes, c'est pour ça que je dis elles, hein, mais c'est elles qui en parlent, c'est elles qui sont en contact avec les gens allophones, c'est elles qui racontent le projet et puis qui finalement, ou le programme, et puis qui finalement encouragent les gens aussi à y participer. Les efforts, ils sont effectivement sur la sensibilisation des professionnels, sur différentes formes, y compris dans les formations de base, de champ professionnel. On a aussi peut-être mis des HEP, tous les enseignants en formation doivent aussi recevoir au moins 1 heure sur ces questions-là. Là aussi, ça évolue. On commence à avoir des heures dans les cursus sur l'interculturalité, encore pas sur l'interprétariat communautaire, mais au moins sur l'interculturalité. Juste, je te rejoins, qu'ils ont besoin peut-être aussi de formation. Et je rejoins Alfredo par rapport à la formation post-grad sur l'interculturel et l'utilisation d'interprètes pour les gens qui seront amenés à travailler avec des migrants.
continuer dans cette direction de sensibilisation, de formation, de collaboration et d'échange entre toutes les institutions, petites ou grandes, avec les services d'interprétariat communautaire. Comment on continue? Moi, j'aimais bien cette idée de l'extension du domaine de l'interprétariat. Je crois que c'est Madame Salerno qui disait, mais à la gym, enfin, il n'y a pas que le... Parce que moi, je disais, mais il n'y a que le médical ou quoi? Enfin, il y a... La société entière, elle est pétrie de cette interculturalité. Donc comment on va au-delà du symptôme, au-delà du médical pour faire de l'interprétariat préventif finalement, avant qu'on soit dans le symptôme. Donc ça, je trouvais ça hyper séduisant, hyper ambitieux. Comment on fait mieux connaître? Donc là, je me suis dit, ça c'est déjà super, on est déjà pas mal. Il y a appartenance, il y a beaucoup de gens. Comment on se met ensemble? Et puis, j'avais encore une chose, mais je m'en souviens peut-être plus. Comment on va boire un verre? Je vous remercie et puis merci pour ce temps.